Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler du renseignement et de la manière dont la présidence de Donald Trump chamboule en profondeur cet univers aux États-Unis et plus largement dans le monde occidental depuis quelques semaines maintenant, j'ai le plaisir de recevoir Clément Renaud, chercheur renseignement, guerre et stratégie à l'IRSEM, l'Institut donc de recherche stratégique de l'école militaire, spécialiste de l'activité de renseignement et de ses interconnexions avec la sphère politique. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Et je vais préciser que vous avez publié, il y a quelques mois maintenant, en décembre sur le Rubicon, une sorte d'analyse prospective du second mandat Trump en matière de renseignement, c'est-à-dire de ce à quoi on pouvait s'attendre selon vous. Ça s'intitulait Trump 2, quelles conséquences sur les coopérations de renseignement transatlantique, dont je mettrai évidemment le lien dans la description de l'épisode. Mais donc il va s'agir de revenir sur tout ça, de l'actualiser à la lumière de ces premières semaines du mandat de Donald Trump, pour la communauté du renseignement américain, mais aussi et surtout pour nous, parce que je peux dire tout de suite que les dépendances là-dessus sont à la fois multiformes et très puissantes, et donc dans une certaine mesure, il s'agit un peu de faire le pendant de l'émission qu'on a faite il y a 2 semaines maintenant avec Laurent de Saint-Victor sur nos dépendances matérielles aux États-Unis et sur comment s'en prémunir autant que possible, parce qu'on est ici dans un domaine où c'est probablement tout aussi important, mais encore beaucoup moins visible qu'un problème de matériel ou d'équipement qu'on pourrait plus acheter auprès des États-Unis, parce que tout ça est évidemment extrêmement discret, voire franchement secret, et que donc c'est beaucoup plus difficile de faire à la fois un état des lieux exact et aussi d'avoir les prises de conscience et éventuellement les coups de semonce qui en découlent. D'ailleurs, c'est probablement bien de commencer par là, de vous demander sur quoi on peut se baser pour étudier la question, puisque dans une large mesure, c'est la question fondamentale des études de renseignement, hein. C'est l'argument un peu basique que tout ça c'est secret, donc qu'est-ce qu'on peut en savoir ? Mais pour aller un peu au-delà de ça, et donc dans le cas particulier de cette administration Trump, c'est-à-dire d'un phénomène, d'un événement qui est en train de se passer vraiment en direct, voilà, quel est le matériau et où est-ce qu'on va le chercher ? Alors, merci pour cette première question d'abord, parce qu'elle permet, je pense, de tordre un petit peu le cou à cette idée de renseignement égale secret, donc égale non accessible, donc pas de source. Dans une certaine mesure, il y a quand même un certain nombre de sources, quelle que soit la discipline dans laquelle on travaille, que ce soit en sciences politiques, en histoire, en sociologie. Il y a des méthodes à proprement parler qui permettent soit de conduire des entretiens, soit d'avoir des archives, soit de travailler par des raisonnements par inférence ou sur la base d'un certain nombre d'éléments, de comprendre quelles sont les dynamiques, les mécanismes et les fonctionnements. Aujourd'hui, l'histoire du renseignement et le travail universitaire sur le renseignement est quand même très largement développé. Et donc, il permet quand même de comprendre, à travers ces travaux, la manière dont les services opèrent, fonctionnent, partagent du renseignement. Et donc, il est possible, à partir de ces travaux de connaissances en grande partie historiques ou politiques, de poser un certain nombre d'hypothèses sur la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier, je dirais, matériau, c'est de la littérature secondaire, de dialogue avec l'état de l'art. Pour les sujets plus contemporains, il y a aussi une différence à noter entre les pays. Si on parle là du cas des États-Unis, l'appareil de sécurité nationale est vaste. On parle de centaines de milliers de personnes directement impliquées dans la communauté du renseignement. Et puis au-delà d'un ensemble de personnes qui ont accès, que ce soit au Congrès, que ce soit par des briefings, que ce soit par de la documentation issue des services de renseignement. Donc sur les centaines de milliers de personnes, il y a des bavards. Alors, il y a des bavards, et puis surtout, il y a des journalistes qui traitent cette actualité parce que le renseignement fait partie vraiment de l'appareil de sécurité nationale plus largement. Donc, ça permet d'avoir un traitement journalistique important, dense, des journalistes spécialistes des questions de sécurité nationale. Donc ça, c'est un deuxième important matériau, effectivement, c'est les bavards, ou en tout cas les personnes qui parlent ou qui répondent aux journalistes, et puis des journalistes spécialisés. Avec cette idée peut-être un peu plus développée aux États-Unis que c'est normal de se poser des questions et c'est normal d'en traiter, ça n'a pas forcément besoin d'être un secret absolu sur l'intégralité de cette galaxie qui est quand même assez vaste, quoi. Absolument, et d'autant plus qu'il y a effectivement un certain nombre d'échelons où il y a un spectre, entre guillemets, de ce qu'il est possible de dire ou de ne pas dire. Les sources, les opérations, les modes opératoires, tous ces éléments sont naturellement classifiés, jusqu'à ce que Donald Trump les apprenne. Jusqu'à ce que Donald Trump peut-être les apprenne, mais effectivement, aux États-Unis, la parole est plus libre, il est plus facile pour un travail de recherche d'avoir accès à des personnes qui sont soit directement encore ou qui l'ont été dans la communauté du renseignement et qui peuvent effectivement répondre à un certain nombre de questions. Ils connaissent relativement les limites droite et gauche de ce qu'ils peuvent dire, et donc ça crée aussi un matériau assez important. Alors, maintenant, pour entrer un peu dans le vif du sujet, on est évidemment dans une séquence qui est particulière et intense. Tout le monde est un peu pris comme des lapins dans les phares d'une voiture dans tout l'appareil d'État américain, mais
bon, pour ce qui est Mais en même temps, tout le monde aussi a un passif avec Donald Trump, qui est la première présidence Trump, et notamment dans l'enseignement, on part pas de zéro. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le rapport de Donald Trump au monde du renseignement, c'est-à-dire à la fois au personnel, ce qu'on appelle la communauté du renseignement, les gens qui travaillent là-dedans, et aussi plus généralement à l'activité à partir, disons, du premier mandat? Je pense qu'il y a trois niveaux d'analyse. Le premier, c'est au-delà des agences de renseignement, le rapport de défiance structurelle de Donald Trump et de ses équipes, et notamment de Trump 2, déjà présent bien entendu dans le Trump 1, sur les agences fédérales en général. Donc là, il y a une vraie défiance vis-à-vis de l'État profond, vis-à-vis de la bureaucratie, vis-à-vis de l'ensemble des personnels, des fonctionnaires qui sont non pas loyaux, mais qui sont effectivement des personnels fonctionnaires, donc qui remplissent justement, qui ne sont pas loyaux personnellement au pouvoir, donc c'est ce qu'on appelle un fonctionnaire dans un monde normal, mais qui, du coup, dans un raisonnement trumpien, c'est un problème fondamental de l'absence de loyauté personnelle, quoi. Absolument. Le travail bipartisan des services de renseignement, et c'est là où on arrive au deuxième élément, effectivement, c'est le travail bipartisan, en tout cas, ou considéré comme tel jusqu'ici des services de renseignement, c'est-à-dire n'ayant pas vocation à être aligné sur une politique, mais tout simplement, comme on dit aux États-Unis, telling truth to power. Bon, alors la question du rapport à la vérité est plus compliquée que ça, mais l'idée, c'est effectivement d'avoir... C'est pas l'image qu'on a de la CIA, d'une manière générale, mais bon. Alors, mais en tout cas, c'est effectivement un élément de doctrine important. Ce que ça souligne surtout, c'est l'idée que les analystes font un travail sur la base de sources, qu'ils recoupent, qu'ils collectent, renseignements, qu'ils le collectent, qu'ils le recoupent, qu'ils l'exploitent, qu'ils l'analysent et qu'ils diffusent un certain nombre d'interprétations sur la nature des faits auxquels qu'ils collectent. Et là, effectivement, il y a un deuxième niveau de défiance qui est spécifique à la question des services de renseignement, qui est celui du rapport tout simplement au dissensus, à la diversité des opinions, à la possibilité de mettre en valeur des faits qui en fait sont contradictoires avec une pensée très largement idéologisée de la part des équipes de Trump. Il y a plein de séquences qui l'ont mis en lumière et qui le mettent encore plus en lumière aujourd'hui. Donc là, ça pose une vraie question de rapport entre effectivement l'administration elle-même et les services. Et puis le troisième élément, c'est à proprement parler du ressentiment qui est né du premier mandat, qui est né de l'élection de 2020 avec le rapport Mueller. Donc ça, c'est l'élection 2016. L'élection 2016, pardon, le rapport Mueller, et puis tout un ensemble d'indications au sein des services de renseignement qui en fait ont suscité de la défiance de la part de Trump personnellement vis-à-vis des services. Oui, je peux rappeler qu'il a quand même viré à la fois le directeur du FBI, James Comey, qui pourtant lui avait bien rendu service dans cette élection, puisqu'on peut rappeler c'était la lettre au sujet d'Hillary Clinton qui a sans doute joué un rôle dans l'élection, et un de ses adjoints, il les a quand même virés après, parce qu'ils avaient rapporté effectivement cette question d'ingérence russe, qui est une question qui sera jamais close. Il y a eu des ingérences russes, la question c'est de savoir quels ont été leurs effets, bon, voilà. Mais par ailleurs, tout ça repose aussi sur... tout ça, vous soulevez un truc qui est extrêmement intéressant, dont on reparlera peut-être, qui est la question du constructivisme, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que tout le monde a construit une vérité à partir de ces idéologies sous-jacentes. C'est pas parce que la communauté du renseignement le fait de manière plus professionnelle et moins outrancière que les Trumpiens, qu'ils n'ont pas aussi des conceptions préétablies dans une certaine mesure. Mais c'est vraiment un débat extrêmement intéressant. Enfin, c'est ce que disent les Trumpiens et ils n'ont pas forcément totalement tort là-dessus. Mais donc, il y a aussi si on revient un peu sur l'événementiel, donc il y a le fait qu'il ait vidé un certain nombre de personnels, donc Comey et un de ses adjoints. Il y a aussi qu'il a été manifestement en conflit ouvert sur la nature du renseignement, de ce qu'on pouvait dire, aussi bien avec la directrice de la CIA, donc Gina Haspel, sur des dossiers qui ne sont pas exactement secondaires, comme les programmes nucléaires iraniens ou nord-coréens, quoi. Absolument, et là c'est effectivement le rapport que tu soulignais au FBI, et là c'est effectivement le rapport à la politique étrangère, à l'analyse des menaces, et au rapport qui est fait et aux différents éléments... Enfin, je vais reprendre. Dans le cas du FBI, effectivement, il y a ce que tu soulignes. Dans le cas de la CIA, il y a eu un certain nombre de défiances qui ont été faites au niveau de la politique étrangère sur les analyses produites par la CIA et en particulier aussi par le DNI. Donc le DNI, c'est Director of National Intelligence, on y reviendra, c'est une sorte de coordinateur du renseignement qui a un rôle de coordination des différentes agences qui est stratégique, en même temps
c'est pas vraiment une cheville ouvrière, c'est pas quelqu'un qui ramène du renseignement, mais c'est quelqu'un d'organisationnellement important, quoi. Ils ont, pour faire très simple, deux responsabilités extrêmement importantes. La première, c'est qu'ils contrôlent le budget de l'ensemble de la communauté du renseignement américaine. Donc ça donne quand même un pouvoir important. Et le deuxième, c'est qu'ils sont en charge des National Intelligence Estimates, c'est-à-dire des rapports remis à la présidence qui font l'état croisé des différentes analyses issues de différents services sur un certain type ou des types de menaces. Donc en fait, il y a vraiment un travail de collégialité qui s'effectue au sein de l'ODNI qui est aussi important et qui pose aussi la question de savoir quelle sera la nature en fait des analyses qui, dans le cadre de la présidence Trump, pourront être diffusées auprès de la présidence. Mais dans le cas de la CIA, bon, Gina Haspel était une professionnelle et ça aussi, ça renvoie à une des caractéristiques de Trump 1. Elle était une professionnelle, elle connaissait bien le monde du renseignement et elle a joué sans doute pendant la première présidence de Trump un rôle un petit peu de tampon entre Trump, ses personnels au plus proches de lui et la communauté et les officiers de renseignement à proprement parler, en essayant tout simplement de préserver l'activité de renseignement et d'essayer de créer ce lien ou ce lien en prenant peut-être les coups de semonce publics et politiques, mais tout en préservant l'appareil globalement de sécurité nationale. La question qui se pose, c'est est-ce que ce sera la même chose dans le second mandat? Ouais, mais là, c'était des problèmes quand même majeurs, puisque je peux rappeler que l'idée, c'était quand même qu'elle disait, enfin tout le monde disait que les Iraniens ne reprenaient pas particulièrement leur programme nucléaire. Or, Trump avait un intérêt idéologique et politique à sanctionner l'Iran, donc il a dit, ils ont tort. En raison de quoi, personne ne sait, mais ils ont tort. Moi, je sais que les Iraniens reprennent. Et inversement pour la Corée du Nord, puisque, étant devenu très copain avec Kim Jong-un, il avait décidé que les Nord-Coréens ne développaient plus leur programme nucléaire de manière contraire à ce que disaient donc ces services de renseignement, ce qui est... Bon, voilà, après, à quoi servent les services de renseignement si on décide de prendre le contre-pied exact, c'est toute la question. Et on peut rajouter à ça le meeting avec Poutine, dans lequel il préfère effectivement faire confiance à Poutine, et le dit à proprement parler publiquement, en disant qu'il fait davantage confiance à la relation qu'il entretient avec Poutine qu'à l'analyse de ses services de renseignement. Donc là, on pose effectivement la question de savoir dans quelle mesure est-ce que le renseignement est susceptible de contribuer à éclairer la décision et à éclairer la stratégie nationale. David Omen définit le renseignement comme un moyen de réduire l'ignorance. On se pose effectivement la question de savoir quelle interaction va exister entre effectivement le niveau politique et le niveau organisationnel et les analyses à proprement parler de la CIA dans un contexte de politisation importante de la politique étrangère. Donc à la rigueur, on pourrait imaginer, à la rigueur, Trump comprend rien, pourquoi pas. Le renseignement ne sert pas qu'à la présidence, il sert aussi aux forces armées d'une manière générale. Sauf que là, dans le premier mandat Trump, il y a eu quand même des réels problèmes de fuite, de failles de sécurité qui sont majeures. Alors notamment, je vais vous laisser les dire, mais il y a notamment eu un problème avec les Russes, il y a eu un problème avec Twitter. Enfin, il y avait une vraie question mais qui infuse aussi l'équation d'aujourd'hui de si on donne des trucs à Trump, où est-ce que ça va finir? Est-ce que ça ne met pas en danger toute la collecte et la communauté du renseignement, quoi? En fait, le renseignement et les services de renseignement, et on parlera peut-être un peu plus loin des coopérations, fonctionnent sur le principe de la conservation des données dans un système de confiance entre les alliés, mais aussi dans un système de confiance au sein de l'appareil d'État sur la nature de la circulation et sur le droit d'en connaître ou le droit de diffuser ces informations. Bon, la force est de constater qu'effectivement, dans le premier mandat, il y a eu le cas du tweet d'un élément classifié d'une base prise par photosatellitaire iranienne. Il y a eu les échanges entre Trump et Lavrov, dans lequel il a révélé une source partagée, l'identité d'une source issue des services israéliens dans le cadre de partage de renseignements entre la CIA sur l'État islamique, il me semble. Sur l'État islamique, exactement. Et puis, il y a le cas des documents classifiés à Mar-a-Lago, qui ont été retrouvés dans des masses extrêmement importantes dans sa propriété, et qui, en fait, soulignent la question de la désinvolture, du rapport à la sécurité des données, et qui posent forcément un certain nombre de questions. D'abord, au sein de la communauté américaine du renseignement à proprement parler, quel type d'informations peut-on raisonnablement faire remonter, diffuser, faire connaître aux politiques, indépendamment de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la manière dont ces informations seront traitées, c'est-à-dire voilà, mais aussi de la manière dont elles seront potentiellement diffusées, utilisées à des fins de politique intérieure et de politique étrangère pour faire valoir des points qui en fait sont susceptibles de mettre en péril des sources, des accès, des capacités des services, sans parler effectivement à proprement parler des alliés. Alors,
Oui, parce qu'on peut... Bon, bref. Après, la masse des anecdotes sur Trump et la manière qu'il avait de faire est absolument océanique. Mais enfin, c'est à la fois, il lisait pas les briefings, mais en même temps, les trucs qu'il lisait, il les balançait, quoi. Enfin, il y a des ennemis. C'est quand même particulier, quoi, comme client, disons, pour les services de renseignement. Et alors, je peux mentionner simplement qu'en fin de mandat, il réussit encore à limoger le DNI et l'inspecteur général de la communauté du renseignement parce qu'ils évoquent le risque d'ingérence dans l'élection de 2020, ce qui montre bien que voilà, le logiciel est assez profond. Mais du coup, là, on a eu quand même 4 ans d'interrègne, si je puis dire. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé pour lui? Enfin, comment il s'est préparé, en quelque sorte? Comment il a conçu la chose? Parce qu'on sait que c'est pas Trump, mais il y avait l'Heritage Foundation, Project 2025. Il y avait des gens qui avaient d'ailleurs publié des trucs assez clairs, quoi, sur ce qu'il comptait faire. Est-ce qu'on sait globalement dans quelle disposition il est revenu au pouvoir il y a quelques semaines, eu égard au renseignement? Là, ça touche une question qui dépasse le renseignement et qui concerne peut-être plus, proprement parler, les spécialistes des États-Unis contemporains. Bon, ce qu'il apparaît sur le renseignement, tu le mentionnes, c'est effectivement un rapport de la Heritage Foundation qui touche de manière assez substantielle au renseignement et qui s'inscrit dans un grand canevas idéologique de rapport à la bureaucratie, de démantèlement de l'État, et puis du programme qui a été appelé Schedule F, qui a vocation à virer 50 000 agents fédéraux, lesquels avaient déjà été identifiés à la fin de Trump 1. Ce programme n'avait pas été mis en place tout de suite parce qu'il n'en avait pas eu le temps et les moyens à la fin de son mandat, mais ce programme a été pensé, approfondi, et les personnels qui ont pensé dans l'interrègne justement ce programme vis-à-vis des services de renseignement ont posé un certain nombre de cadres extrêmement clairs qui laissent vraiment percevoir le rapport qu'ils ont au renseignement sur la valorisation des opérations, la valorisation des accès, le tout... C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, là, ça renvoie à une culture au sein, en particulier de la CIA. Il faut renvoyer ça aussi à la réforme de 2015 de John Brennan, qui, en fait, a réformé l'intégralité de la CIA à travers des centres de mission, donc spécialisés et regroupant à la fois des capteurs techniques, donc c'est-à-dire des personnels issus par exemple de la NSA ou de la National Geographic Agency, Geospatial Agency, au sein des centres de mission pour regrouper avec des analystes et avec un ensemble à la fois de compétences opérationnelles des personnels qui traitent de missions à proprement parler. Le modèle de ça, c'était le Counterterrorism Center qui a été fondé puis répliqué dans ce modèle-là. Mais plus profondément, la réforme de John Brennan a créé 2 grandes directions, une direction de l'analyse et une direction des opérations. Quand on parle d'opérations dans ce cadre-là, c'est des opérations de renseignement humain. Et ça a généré... Donc à la fois ceux qui collectent le matériau et ceux qui le traitent de manière séparée. Alors collecte le matériau très spécifique, encore une fois, qui est le renseignement humain. La NSA est en responsabilité pour ce qui concerne le renseignement d'origine électromagnétique et la NGA pour le renseignement image. Donc ce sont vraiment des agences qui sont spécialisées dans la collecte. Et la direction de l'analyse regroupe un ensemble d'analystes qui font du renseignement toute source, c'est-à-dire qui recoupent l'ensemble des éléments et des capteurs issus de la collecte de renseignements bruts pour diffuser un certain nombre d'analyses. John Brennan était issu de cette direction et toute sa carrière, il l'a faite au sein de la CIA en tant qu'analyste. Et toute la réforme, quand on reprend les papiers qui ont été publiés à l'époque d'anciens officiers de la CIA qui en fait, jugeaient cette réforme, il y avait cette question, en fait, on est en train de casser les opérations, on est en train d'en faire un espèce de grand think tank, la CIA, c'est pas ça, la CIA a vocation à monter des opérations, à traiter des sources, à développer des accès à l'étranger. On veut des trench coats et des lunettes noires. En quelque sorte. Et donc, il y a, c'est pas l'élément fondateur, c'est pas la genèse, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un débat qui se fait sur cet élément de savoir si, globalement, la CIA est un organisme qui fait du renseignement toute source, du renseignement humain et qui valorise davantage des compétences analytiques, des techniques d'analyse structurée, tout un ensemble de choses qui en fait ont vocation à mieux réfléchir ou à mieux appréhender l'analyse toute source, ou est-ce que c'est un organisme qui a vocation à monter des opérations, à aller sur le terrain, à développer des accès, à faire des opérations sous couverture. Et donc dans ce débat-là, la Heritage Foundation et les personnes autour de Donald Trump qui ont pensé une grande partie de son programme pour le second mandat ont clairement pensé effectivement cette idée de faire
des opérations, du renseignement humain, des trench coats, et on en voit déjà un certain nombre de manifestations à travers d'abord tout un ensemble de propos. C'est fascinant ce truc un peu rétrograde de on va faire des trucs à l'ancienne, etc., comme on le faisait historiquement avant qu'il y ait des femmes et des minorités. Enfin non, mais j'exagère à peine, quoi. Enfin, c'est un peu ça, cet imaginaire de revenir à une sorte de pureté mythifiée de la manière dont on faisait les choses il y a 30 ou 40 ans, quoi. C'est faire du rance. Voilà, il faut faire du renseignement. Le renseignement, c'est des accès. Le renseignement, c'est des gens sur le terrain. Le renseignement, c'est des opérations. Et le renseignement, c'est pas uniquement des notes d'analyse issues de la direction d'analyse qui, en fait, a tué une grande partie de la CIA au moment de la réforme Brennan de 2015. Et d'ailleurs... Dit comme ça a l'air aussi assez raisonnable à certains points de vue. Absolument, absolument. Et les attaques de l'entourage de Donald Trump et de Donald Trump lui-même vis-à-vis de John Brennan ont été extrêmement véhémentes et extrêmement fortes. Mais en fait, il faut voir à travers ces attaques, ces représentations extrêmement fortes de la nature volontairement opérationnelle du renseignement. Donc tout ça, ça a été formalisé en quelque sorte pendant la présidence Biden. Ils ont bossé, ils l'ont d'ailleurs écrit, et donc ils sont arrivés avec cette espèce de programme en tête. Alors j'imagine bien que c'est pas Donald Trump qui a forcément un avis très personnel sur la manière dont le renseignement doit fonctionner, mais en tout cas les gens autour de lui avaient une idée assez claire quand ils sont arrivés il y a quelques semaines de ce qu'ils voulaient, quoi. Une idée très claire, et là c'est juste un élément, parce qu'effectivement le reste va avec cette idée de politisation, et ce qu'on soulignait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la communauté du renseignement, à cause des analystes, voilà, à cause de tout ce qu'on disait, est en fait politisée de ce point de vue-là. Et donc en fait c'est un repère de gens de gauche, c'est un repère de DEI, c'est un repère de tout un ensemble de personnel qu'il faut purger. DEI, donc c'est diversité, égalité, inclusion, c'est globalement éviter les discriminations qui est exactement. Cet objectif péché en ce moment aux États-Unis. Qui ont effectivement été dans cette construction, disons, post-11 septembre, de renforcement des capacités analytiques, de renforcement de la capacité d'analyse de la CIA, très largement promue. Beaucoup de travaux de recherche ont été faits là-dessus, sur la diversité, sur l'inclusion, sur le fait de recruter des minorités pour pouvoir avoir des perspectives différentes sur un ensemble de menaces ou sur des acteurs en particulier sur lesquels le travail de renseignement s'effectue. Et donc, tout ça, l'idée, c'est vraiment de cesser ces éléments et de recentrer la CIA sur son cœur de métier, des opérations, des personnes sur le terrain. Et donc, ça s'articule, cette vision des choses, avec effectivement une sous-estimation, ou en tout cas un reversement du rapport à l'analyse vis-à-vis des opérations. Et ces éléments-là pose quand même effectivement dans la survalorisation des opérations vis-à-vis de l'analyse une question centrale qui est celle de savoir quel type d'opération et à quelle fin. Toute opération se base sur du renseignement collecté pour monter l'opération, pour organiser. Il faut bien réfléchir, il faut bien avoir un objectif pour faire une opération efficace. Il faut une analyse pour faire une opération efficace et il faut des opérations pour faire de l'analyse derrière. Exactement. Et surtout derrière, il faut du renseignement et il faut de l'analyse pour pouvoir cibler les personnels, pour pouvoir cibler les structures et pour pouvoir tout simplement identifier les structures sur lesquelles il s'agit de collecter du renseignement. Donc voilà, là s'insère aussi potentiellement un biais, c'est-à-dire les opérations à tout crin, mais versus l'analyse versus les intellectuels qui effectivement posent déjà la question de savoir comment la CIA va se réorganiser autour de cette vision des choses. Alors maintenant, donc, ça c'était le programme. Ensuite, il y a les premiers gestes. Alors, évidemment, tout n'est pas encore en place. Je rappelle que ça ne fait que 2 mois. 2 mois aujourd'hui. C'est ça. Ressenti 2 ans, voire 20 ans de ce mandat de Trump. Mais bon, ça fait que 2 mois. Donc, même si... je veux dire, même si au sommet il tempête, etc., et que ça va très très vite à l'intérieur de la Maison-Blanche, notamment médiatiquement, en fait, ça prend quand même du temps de changer les process, quand même le temps d'embaucher les gens, de les virer, etc., ça prend du temps. Mais il y a quand même un certain nombre de premiers signes, notamment en termes de remplacement de personnel, et notamment en termes de gens qui nomment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de ce casting à la tête de la communauté du renseignement, enfin les agences pour ce qu'ils ont changé? Commençons peut-être par la plus visible, mais qui aussi a été représentée comme la plus problématique. D'ailleurs, dont pas mal de gens jusqu'à assez récemment pensaient qu'elle ne passerait pas, qu'elle ne serait pas confirmée par le Sénat. C'est donc Tulsi Gabbard, une ancienne congresswoman démocrate de Hawaï,
qui a dont le chemin au sein du Parti démocrate est quand même tout un poème, mais qui finit donc, qui a fini complètement trumpienne et aussi personnel militaire actif. Donc ça a fait ça vétéran, ouais. Ça a fait, disons, un peu de sa crédibilité sur ces sujets-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on en sait et qu'est-ce qu'on sait à la fois de son pédigré et de ce qu'elle a fait depuis qu'elle est arrivée, et aussi par rapport aux peurs que tout le monde avait de manière très très intense vu son profil. En fait, on en sait à la fois quelque chose, quelques éléments, et en même temps pas non plus énormément. Il y a effectivement les éléments qui sont ressortis sur son passif, que tu as souligné, sa trajectoire assez singulière au sein du Parti démocrate, puis son ralliement à Donald Trump, son voyage en Syrie pour une rencontre avec Bachar al-Assad, et puis un ensemble de prises de position vis-à-vis de la Russie qui effectivement pose question quant au fait d'avoir de comprendre son rapport, là encore. Mais et puis depuis qu'elle je rappelle donc elle est DNI, c'est elle qui coordonne le budget de tout le monde et qui synchronise, disons, le renseignement qui remonte pour le donner à la présidence. Voilà. Et puis l'élément sans doute le plus important, c'est que traditionnellement, les postes nommés de manière relativement bipartisane pour ces agences fédérales et en particulier pour les services de renseignement, font appel à des personnels qui connaissent le renseignement, qui l'ont traité soit par une carrière avant de devenir des hommes politiques ou qui connaissent bien les affaires étrangères et ont traité du renseignement par ces biais-là, soit qui ont des anciens sénateurs qui connaissent bien par le Select Intelligence Committee le fonctionnement des services de renseignement et qui sont d'une certaine manière des personnes qui sont capables d'arrondir les angles, d'être bipartisans et de travailler effectivement dans une relation avec le politique qui a vocation à faire le lien entre la bureaucratie du renseignement et les autorités politiques. Bon, avec ce profil, comme avec d'autres, qu'on nommera peut-être après, on n'a pas affaire à une expérience forte en matière de traitement de renseignement. Et puis, là où c'est peut-être plus problématique dans ce cas-là, en particulier pour l'ODNI, c'est que, comme je l'exprimais tout à l'heure, l'ODNI a vraiment la responsabilité, en fait, de faire des National Intelligence Assessments, c'est-à-dire, en plus d'avoir la main sur le budget et donc une certaine vision panoramique sur l'ensemble de la communauté du renseignement. C'est un poste qui, quand même, généralement, est occupé par une personne qui connaît l'ensemble de l'appareil, des spécificités des organismes responsables de la collecte, des organismes responsables de l'analyse, de la diffusion des analyses, parce qu'elle produit à la fois le President Daily Brief et puis les National Intelligence Estimates, qui sont des travaux qui ont vocation à regrouper, ou en tout cas à pondérer ou à analyser de manière conjointe des analyses elles-mêmes produites par les services, mais qui peuvent être divergentes parce qu'elles se fondent sur la nature des sources de renseignement sur lesquelles chacune de ces agences se base. Donc c'est vraiment un exercice de coordination, un exercice qu'on pourrait dire peut-être interministériel, donc c'est-à-dire qui nécessite de la rondeur, de la diplomatie, de la prise en compte d'un certain nombre de points de vue qui peuvent être divergents, fondés sur des sources qui peuvent elles-mêmes être divergentes, avec historiquement des NAI qui ont eux-mêmes posé à la fin des constats qui consistent à dire, voilà, l'opinion de la CIA sur telle cible ou sur telle menace ou sur tel groupe armé ou État est celle-ci, et l'opinion de la NSA diverge sur tel et tel point en raison de telle et telle hypothèse. Donc ça nécessite quand même d'avoir une ouverture d'esprit, d'une certaine manière, qui permet de poser dans des documents, voilà l'opinion globalement de la communauté qui peut... Donc c'est un rôle quand même assez particulier. Or, ce dont elle a témoigné, même si on n'en connaît pas encore grand-chose là pour l'instant dans ses fonctions, c'est que c'est une personne qui correspond globalement au profil de ceux que Trump a nommés un peu partout, c'est-à-dire des personnes qui sont en ligne, loyales, et qui ont vocation à alimenter le débat public et à idéologiser une grande partie des rapports à la politique étrangère. Et qui passent bien à la télé et qui ont un vernis de crédibilité, un peu comme Pete Hexes à côté. Enfin, c'est-à-dire, Exactement. Elle a déjà porté un uniforme, donc elle doit bien s'y connaître dans ces sujets de sécurité. Et puis elle présente bien, donc c'est l'essentiel de ce qu'on lui demande, c'est-à-dire d'être crédible, y compris dans des choses contentieuses éventuellement soit avec le Congrès, soit avec l'opposition d'une manière générale, elle s'en sortira dans un débat contentieux, quoi. Donc c'est beaucoup plus que sur la compétence elle-même, quoi. Et alors, ensuite, à la CIA, on a John Ratcliffe, qui est l'ancien DNI, le premier DNI de Donald Trump, qui lui, pour le coup, est un professionnel du renseignement, qui a été nommé, confirmé de manière beaucoup plus bipartisane. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire de lui ? Oui, c'est sans doute la personnalité la moins controversée, sans doute, à côté de Kash Patel pour le FBI ou de Tulsi Gabbard pour le DNI.
C'est quand même une personne qui a contribué, là aussi, à la rédaction du programme de la Heritage Foundation, qui y était. Après avoir quitté l'ODNI à la fin du mandat de Trump, il a rejoint la Heritage Foundation et il a été un des membres importants qui a contribué à la réflexion sur la réforme du renseignement. Donc effectivement, moi j'ai envie de dire, j'étais dans une certaine mesure un peu étonné par ce rapport à la nature un peu consensuelle du profil, parce que s'il est consensuel, parce qu'il a plus d'expérience et qu'il a été nommé à DNI, à l'époque où il a été nommé à DNI, il avait quand même là aussi une expérience assez limitée, et dans son mandat de DNI, il y a quand même eu des cas de politisation assez importante et de prise de parole qui plaçaient très largement le DNI lui-même en porte-à-faux vis-à-vis des analyses des services de renseignement. Donc il y avait aussi une dimension de politisation. Là, dans sa première prise de poste, les éléments qui ressortent, notamment sur les purges qui sont en train d'être mises en place, c'est que ce qui a pu être relayé dans la presse et que donc on peut en faire l'hypothèse, puisque ça a été recoupé et certains officiels des services de renseignement ont visiblement au sein de la communauté validé ce qui était sorti dans la presse, c'est que dans un premier temps, le programme d'Elon Musk et du Dodge ne touchait pas à proprement parler les services de renseignement. Et donc John Ratcliffe a fait la demande, ou en tout cas a fait la demande auprès d'Elon Musk d'être associé à ce programme pour purger un certain nombre de personnes. Donc ça pose effectivement la question déjà de savoir... On ne sait pas si c'est l'insupportable Fayot qui lève le doigt, moi monsieur, parce qu'il a compris qu'Elon Musk était bien en cours, ou si il a compris que dans une certaine mesure, il pouvait faire passer des choses... Enfin, je veux dire, le truc de le Doge est tellement controversé, il fait tellement n'importe quoi partout, que ça peut lui permettre de faire peut-être les purges qu'il voulait de toute façon faire, et que comme ça, c'est Musk qui va prendre et pas lui, quoi. Exactement. Et dans les premières prises de parole, indépendamment de la question des purges, on voit bien un discours sur la mise en valeur des opérations, du renseignement humain, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de faire de la CIA un objet qui revient sur le terrain pour monter à proprement parler des choses concrètes. Donc on voit qu'il y a... Alors c'est difficile ensuite de savoir dans la granularité comment ça se place et comment ça se passe, mais je veux dire dans la granularité quand on descend dans la bureaucratie à proprement parler, mais il reste que les premiers signes quand même montrent là encore un agenda qui reste dans la droite ligne de ce que Trump et que les personnes nommées autour de lui souhaitent faire plus largement auprès des agences fédérales. Sur les autres agences, enfin il y en a plein d'autres des agences, il y en a 18. Est-ce qu'il les a... Là, c'est vraiment les deux plus évidents. Alors, on pourrait parler aussi du FBI. Ils ont aussi du renseignement dans une certaine mesure, mais à vocation plus intérieure. La Kash Patel, c'est aussi tout un problème, lui. Mais voilà, disons, dans les autres têtes d'agence, est-ce qu'il y en a qui vous paraissent notables dans les intentions de la nouvelle administration ? Bon, je crois que c'est les profils principaux. Et puis Kash Patel, là, pour le coup, est sans doute le plus controversé de tous les controversés. C'est-à-dire que vraiment, son audition au Sénat a été... compliqué, il a finalement été nommé. Bon, mais là, les premiers éléments qui ressortent, c'est que dans la presse américaine, il y a quelques semaines de ça, il était fait état d'une réunion avec un certain nombre de personnels et de cadres du FBI, dans laquelle finalement il était arrivé en retard, il avait organisé ça par Zoom, en disant que de toute façon, son intention, c'était de gouverner la FBI de manière assez largement en distanciel, depuis Las Vegas. Et puis, plus fondamentalement, je crois que la question pour les personnels là, du FBI, et encore plus vis-à-vis du FBI, je pense que la menace porte clairement sur les personnels qui ont participé aux investigations sur la prise d'assaut du Capitole, les personnels qui sont impliqués, qui travaillent directement sur les affaires de contre-espionnage russe, ou les personnes qui sont liées, ou en tout cas au travail sur la caractérisation de la menace russe sur le territoire national américain. Il y a déjà des éléments dans la presse qui laissent montrer qu'effectivement un certain nombre d'unités, de personnel sont visées et que peut-être ces unités seront en partie démantelées. Et puis l'autre élément aussi, c'est pour le FBI à proprement parler, les unités qui travaillent sur la criminalité financière, avec tout un ensemble de personnalités, de personnages, de personnes qui, d'ores et déjà, mais plus encore dans les mois et dans les années à venir, on peut raisonnablement en faire l'hypothèse, la prise de contrôle kleptocratique qui est en train d'avoir lieu est quand même susceptible de poser un certain nombre de conflits d'intérêts, de graves problèmes politico-financiero-judiciaires, dans
lequel, effectivement, avec une personnalité comme Kash Patel à la tête du FBI, il risque d'y avoir de vraies difficultés à enquêter, avec surtout des vraies purges et des vraies vengeances en interne, quoi. Donc je pense que le FBI est effectivement confronté peut-être plus que d'autres agences à ce vrai profond ressentiment qui touche à des catégories très importantes de son travail. Alors, mais pour rester sur les purges et pour revenir à la CIA, il y a aussi un certain nombre de purges, en tout cas de licenciements massifs, puisqu'on peut mentionner que, ils ont viré en gros tous les nouveaux à la CIA. Ce qui est un problème à la fois, c'est un problème de ressources, parce que c'est des gens sur lesquels il y avait de l'argent qui avait quand même été investi, puisque la formation en fait d'un agent, ça prend du temps et ça demande des moyens. Et puis par ailleurs aussi c'est pas une question de où est-ce qu'ils vont ces gens maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire, et ça pose une vraie question de sécurité nationale à certains égards, quoi. Ouais, il y a plusieurs sujets là-dedans, hein. Le premier, effectivement, il y a plusieurs sujets et plusieurs temporalités, et surtout plusieurs autres types d'opérations. Il y a d'abord, effectivement, l'opération Dodge, je veux en être. J'en profite pour vous fournir et offrir à tous les personnels de la CIA et à tous les personnels aussi de la NSA. D'ailleurs, je mentionne au passage que le directeur de la NSA est resté en poste depuis Biden. On verra s'il changera ou s'il sera changé. Pour l'instant, en tout cas, il continue d'être là. Qui est aussi le dirigeant du Cybercommand, parce que c'est la double casquette, c'est historique. Ah bon, ouais. Exactement. Et le porte-parole de la NSA a confirmé qu'il y a eu un rendez-vous entre Elon Musk et le directeur de la NSA la semaine dernière. On ne connaît pas le contenu de ce rendez-vous, mais peut-être qu'ils ont parlé effectivement de ressources humaines. Donc, donc il y a cette séquence, j'offre un contrat à tout le monde en m'impliquant et en me proposant pour en fait faire partie de ce grand programme du Dodge. En l'état, à l'échelle de l'ensemble de l'appareil fédéral, il est question de 77 000 personnes qui auraient accepté. Alors on ne sait pas dans la granularité combien de personnel qui aurait accepté un départ volontaire. Un départ volontaire, voilà. On ne sait pas combien de personnes ça concerne pour les services de renseignement. Donc ça, c'est le premier, gros élément. Le deuxième, c'est la remontée, effectivement, qui a été faite. Il est question d'une liste de personnel qui incluait les prénoms et les 2 premières lettres du nom, ou deux lettres du nom, qui auraient été remontées sur demande de la Maison-Blanche, des personnels rentrés au sein de la CIA depuis moins de 2 ans, et ce mail aurait été envoyé par des moyens non classifiés. Donc là, effectivement, tout le monde s'est insurgé quant à la nature de la diffusion d'informations. Ça pose forcément un problème. Ce sont des gens qui sont là depuis moins de 2 ans. Donc la compromission de leur nom, de leur prénom. Alors, quand on s'appelle Peter James, peut-être qu'on peut passer et se dire qu'après tout, on passe entre les gouttes. Mais quand on a des noms plus singuliers, il est possible de recouper sur une licence, un master, une disparition des réseaux sociaux, ou en tout cas, il est tout à fait possible pour des services étrangers de faire un travail de ciblage à partir d'une liste partielle de noms. Donc forcément, ça pose un vrai problème de sécurité nationale. Et là, de ce dont il est question, c'est qu'apparemment, au sein de la CIA en tout cas, un certain nombre de personnels auraient reçu des emails pour se rendre dans un endroit en dehors de Langley, enfin un autre compound en fait appartenant à la CIA, pour revoir une grande partie de leur affectation, voire leur proposer des contrats, voilà, indépendamment du Dodge, procédure disons interne de RH pour mettre un terme aux contrats de personnel qui sont là depuis moins de 2 ans. Donc ça, c'est une autre procédure, en fait. Et effectivement, dans tous ces cas-là, il reste effectivement la question de sécurité nationale, c'est-à-dire la diffusion par des moyens non classifiés d'une liste de personnel, le fait de faire connaître ou de renvoyer un certain nombre de personnels, et puis de placer sous la menace aussi un certain nombre de personnels qui y resteraient, mais dans la possibilité de se faire virer un petit peu du jour au lendemain. Bon, tout ça pose de graves problèmes de défiance, des problèmes de confiance, des problèmes de gestion des infrastructures, de la diffusion des informations. Il est question effectivement d'un accès assez large du Dodge en raison d'économies budgétaires, des listes importantes d'infrastructures immobilières qui appartiennent en fait, voilà, dans lesquelles visiblement dans des listes qui ont été diffusées, il y a un certain nombre de choses qui en fait passent par des budgets classiques, mais pour cacher en réalité des infrastructures de la CIA. Puis finalement qu'on a coupé un petit peu au dernier moment, mais bon, pour les personnes attentives et qui recoupent, tout d'un coup, il y a des choses qui disparaissent. Bon. Donc tout ça témoigne encore une fois d'une désinvolture complète vis-à-vis du traitement des sources, enfin non pas des sources, mais des informations classifiées, et qui pose tout un tas de problèmes, autant en matière de contre-espionnage qu'en matière de sécurité des opérations. Alors maintenant, se pose la question donc, des conséquences pour nous. Là, on a saisi en quelque sorte le grand chamboulement et toute l'inconnu qu'il y a pour les services américains. Maintenant,
pour les alliés. C'est-à-dire, et pour ça, il faut peut-être commencer par décrire l'interconnexion du système, qui est un sujet forcément un peu opaque, mais dont on peut saisir en tout cas probablement la philosophie. Voilà. Dans quelle mesure comment est-ce que fonctionnent globalement les coopérations entre alliés, et pour le dire clairement, dans quelle mesure est-ce que si la DGSE ou la DGSI ou je sais pas un service globalement d'un pays allié a une information, comment c'est partagé et globalement qu'est-ce qu'on risque nous en termes d'efficacité et aussi en termes de sécurité avec disons ce nouvel univers du renseignement américain. Là aussi, je pense qu'il faut descendre un petit peu dans la granularité, dans la spécificité des coopérations. Bon, il faut distinguer deux types de coopération. Là, en l'occurrence, quand on parle des États-Unis, une des principales matrices de coopération, c'est la coopération entre les Five Eyes, c'est-à-dire l'alliance historiquement fondée sur le renseignement d'origine électromagnétique, SIGINT, qui est en fait étendue à un peu plus que ça aujourd'hui, mais qui concerne les agences NSA, GCHQ et leur équivalent canadien, australien et néo-zélandais. Bon, cette alliance, elle a quand même la caractéristique particulière d'être extrêmement et profondément interpénétrée depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis le début de la guerre froide, en particulier dans la relation entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Il est question de matériel déployé conjointement, il est question de personnel travaillant respectivement dans les services de l'un et de l'autre, il est question d'investissements massifs dans des capacités techniques et de renseignements électromagnétiques conjointes, et de tout un ensemble de choses qui en fait sont tellement profondément interpénétrées qu'il est extrêmement difficile parfois de caractériser ce qui est... savoir qui est acquis. Qui est acquis. Alors c'est possible en réalité parce que le renseignement est collecté et par les services à proprement parler, mais partagé notamment en matière de renseignement électromagnétique avec une forme d'automaticité vis-à-vis des alliés. Le partage d'informations, c'est pas il s'appelle pour prendre un café et faire une réunion et donc il suffirait de plus le faire. C'est en fait tous les process sont largement intégrés et donc c'est pas possible de débrancher. Exactement, ce sont des process humains, ce sont des process administratifs, ce sont des process techniques, ce sont des logiciels conjoints, ce sont des pipes de partage d'informations, ce sont des échanges à bas niveau, à haut niveau, avec des officiers de liaison par dizaines, enfin donc tout ça vit, vraiment c'est un écosystème à proprement parler qui est extrêmement dense. Mais là on parle à proprement parler du renseignement électromagnétique ou du renseignement technique. Bon, cet accord est en partie, depuis 1953, si ma mémoire est bonne, étendu aussi au renseignement d'origine image. Donc là aussi, il y a énormément de choses qui sont partagées en commun par des processus techniques qui sont largement similaires, mais sans doute un peu moins que le renseignement électromagnétique. Et puis ensuite, il y a les coopérations qui portent sur les agences de renseignement humain. Par exemple la CIA et le MI6. Bon, là, on est sur un niveau d'échange qui est plus au cas par cas. Beaucoup d'opérations sont montées conjointement. Les Américains ne connaissent pas toutes les taupes des Britanniques et inversement. Exactement. Et donc là, on est sur un niveau beaucoup plus spécifique et qui rentre beaucoup plus en cas par cas sur ce qui est échangé. Et on est vraiment sur un rapport, en gros, de ce qui est parfois appelé par les officiers de best athlete, c'est-à-dire quel est le meilleur athlète, c'est-à-dire qui est le mieux positionné pour traiter cette source, monter cette opération, qui en a les meilleurs moyens, qu'est-ce qu'on fait, comment on partage la charge. Bon, la question du partage de charge, de burden sharing, effectivement centrale aussi et extrêmement importante en matière de renseignement électromagnétique, mais disons le niveau de partage est moins automatique en matière de renseignement humain. Donc tous ces éléments-là, en fait, soulignent le fait que là, on parle des Five Eyes, c'est vrai ensuite dans des opérations ou des coopérations qui sont de nature bilatérale, parce qu'en matière de renseignement multilatéral, hormis les Five Eyes, il y a assez peu, il n'y en a pas en réalité. Des trucs formalisés. D'autres choses ou d'autres trucs aussi formalisés que les Five Eyes. Donc c'est au coup par coup à chaque fois. Alors, c'est pas forcément au coup par coup, ça peut être des partenariats extrêmement importants, qui durent depuis longtemps, qui sont historiques, mais qui sont bilatéraux ou qui peuvent être trilatéraux. Mais en tout cas, qui vont ensuite, et c'est là où ensuite on descend dans un niveau spécifique, qui ne vont pas nécessairement concerner tout sur tout.
On peut partager beaucoup en matière de renseignements techniques sur la Russie, mais en fait, on ne va pas forcément en partager autant sur un autre sujet. On peut en partager énormément en matière de contre-terrorisme, mais finalement, on peut avoir des stratégies qui sont très différentes vis-à-vis de tel ou tel autre pays ou dans telle ou telle région du monde. Donc voilà, il faut descendre entre le multilatéral, le bilatéral, et à l'intérieur des échanges bilatéraux, de quelle thématique on parle. Est-ce qu'on parle de contre-terrorisme? Est-ce qu'on parle de la Chine? Même si est-ce qu'on parle de contre-prolifération? Et sur tous ces éléments-là, la nature du partage de renseignements peut être très différente. Et puis, il n'est pas uniquement en matière de coopération question de partage de renseignements, il est question aussi, là encore, d'opérations conjointes, d'avoir des infrastructures communes, des investissements qui permettent de cibler ensemble des choses. Et donc, tous ces niveaux spécifiques, en fait, caractérisent le fonctionnement des coopérations de renseignement. Et ça, comment dire, est-ce qu'on perçoit déjà des évolutions de la part de différentes communautés du renseignement national vis-à-vis des États... Enfin, pour le dire clairement, est-ce qu'on s'est mis à arrêter de... Enfin, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles la France ou un autre pays quelconque, diminuerait, disons, l'échange d'informations en prévision, enfin, avec la mémoire du premier mandat Trump et en se méfiant de ce qui va arriver? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Est-ce que c'est beaucoup trop tôt pour le dire? C'est à la fois trop tôt pour le dire, on n'a pas beaucoup d'informations, et donc on raisonne en partie par hypothèse sur ce genre de choses. Bon, là, on en revient un petit peu à la question des sources, c'est-à-dire que la question des coopérations de renseignement est largement documentée. Beaucoup de cas d'études dans la littérature, dans les études en histoire sur les coopérations de renseignement, qui permettent quand même précisément de comprendre comment elles fonctionnent, quels sont les éléments qui sont structurants, que ce soit la confiance, ou d'autres facteurs extrêmement importants. Et donc, on peut poser un certain nombre d'hypothèses sur ce qui peut se passer ou ce qui peut être en train de se passer. Bon, moi, mon hypothèse, c'est qu'en l'état, si ça secoue tout en haut du mât, l'interpénétration, le professionnalisme des personnels des services et puis la nécessité de travailler conjointement sur un ensemble de menaces me fait penser que entre le niveau stratégique, le niveau bureaucratique et le niveau interpersonnel, il y a des distinctions importantes à faire. Ça secoue au niveau stratégique, c'est sûr, donc ça crée de l'incertitude et probablement très difficile de savoir ce qui pourra se passer demain ou après-demain. On voit bien que des annonces extrêmement fortes peuvent être faites tout d'un coup sur des coupures de renseignements à l'Ukraine, et donc la nécessité tout d'un coup de se poser la question de savoir comment on compense, est-ce que c'est compensable. Donc tout d'un coup, il y a des coups de boutoir qui arrivent comme ça. Mais parce qu'il faut préciser que c'est pas... comment dire, on perdrait tous beaucoup à arrêter le renseignement entre gens qui sont normalement relativement alignés idéologiquement, politiquement, en termes de valeurs. En fait, je veux dire, c'est très bien de se dire qu'on va arrêter de donner des trucs aux États-Unis parce qu'on ne sait pas ce que Donald Trump va faire avec. En fait, si la manne du renseignement américain diminue en sens inverse, c'est un gros problème pour tous les services de renseignement occidentaux parce que on dépend pas. Enfin, en tout cas, on profite beaucoup de ce que les États-Unis partagent, d'ailleurs de manière probablement beaucoup plus importante que ce que nous on leur partage en termes de volume, quoi. Alors absolument, et en même temps la question de la masse n'est pas l'élément déterminant. Enfin, c'est-à-dire effectivement les Américains ont une puissance à la fois de collecte qui est indépassée et probablement indépassable, et donc tout retrait aurait des conséquences dans plein de secteurs et dans plein de dimensions. Il reste que la notion quand même de renseignement et d'échange de renseignement est extrêmement qualitative, c'est-à-dire que on peut recevoir beaucoup de masse d'informations de la part des Américains. Il reste que des coopérations fonctionnelles, les Américains eux-mêmes, pour leur propre sécurité nationale, en ont besoin. Jonathan Guiffard, à votre micro, soulignait à juste titre la relation qui existe et qui a été construite entre les renseignements américains et les services ukrainiens, et le fait que par cette coopération et par ces échanges, les Américains ont pu développer une compétence au plus proche de ce que font les Russes et des modes opératoires russes en matière de cyber, mais pas que, aussi en matière de communication et donc en matière de renseignement électromagnétique. Donc le fait d'avoir ces coopérations sont aussi des éléments d'interdépendance qui contribuent à la sécurité nationale américaine. Donc ça, c'est un petit peu l'argument, j'ai envie de dire, rationnel, c'est-à-dire de dire... Si tant est que ça les intéresse toujours la Russie demain, mais bon... Si tant est que ça les intéresse, et puis si tant est que l'argument rationnel qui consiste à dire, ben non, en fait, on a absolument besoin d'interdépendance parce que le fonctionnement du renseignement est interdépendant et que c'est pas une question de nous, on en donne plus. Parfois, on a des choses en échange qui sont d'extrêmement bonne qualité sur des segments sur lesquels nous, on n'est pas en capacité d'avoir des choses. On peut faire exploser les Five Eyes et on peut dire, ah ben non, désolé,
désolé, mais les alliances multilatérales, ça ne nous intéresse pas, on exclut le Canada. Demain, ce sera peut-être l'Australie et ce sera peut-être AUKUS. Mais en matière de collecte de renseignements électromagnétiques, l'Australie est un élément indispensable pour la gestion de la menace chinoise en matière de captation, de communication. Et donc, en fait, cette interdépendance, elle est fondamentale. Bon, est-ce que l'administration Trump rentrera dans ce degré de granularité pour savoir, en fait, ah bah oui, finalement, c'est pas forcément une bonne idée? Bon, ben ça, on n'en sait pas. Et donc, c'est là où, effectivement, le niveau d'incertitude est extrêmement important. Oui, c'est amusant, parce que quand on rapproche ça à la philosophie des échanges de l'administration Trump en termes de volume et de balance des échanges, on mesure assez bien que l'idée qu'ils donnent beaucoup plus qu'ils reçoivent, mais que peut-être ce qu'ils reçoivent est de bonne qualité, ça, en tout cas, Donald Trump, ça ne doit pas totalement lui parler, cette idée de qualité contre quantité, quoi. Non, et c'est ça, je pense, que c'est des spécificités peut-être du renseignement par rapport à des négociations sur des éléments militaires ou sur des éléments de défense où vous investissez plus, vous n'investissez pas assez, il faut absolument une compensation, nous on se retire. C'est un petit peu plus compliqué que ça quand on parle de renseignement, parce qu'effectivement, l'interdépendance est absolument indispensable et la relation bilatérale avec des grands services de renseignement européens est tout aussi indispensable aux États-Unis. Donc voilà, c'est difficile de savoir ce qui va se passer, mais en tout cas, on peut penser qu'en l'état, les choses fonctionnent. Je lisais un article dans Foreign Policy la semaine dernière qui visiblement se fondait sur quelques sources au sein du renseignement britannique qui disaient que jusqu'ici, tout va bien. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que, bon, voilà, on continue d'échanger, on continue de partager. Bien sûr, il y a peut-être des choses qui seront peut-être improbablement partagées sur des sujets très très sensibles, sur des sources extrêmement sensibles. La question peut se poser, mais le flot globalement doit, je suppose, à mon avis, rester. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de raison pour interrompre la chose et surtout rapporter à ce que tout le monde y perdrait, quoi. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais en l'état, après 2 mois de mandat, encore une fois, on n'en est qu'à 2 mois de mandat, on peut poser l'hypothèse que les choses continuent de manière assez naturelle, tout en posant une grosse interrogation. Oui, modulo aussi, le gros truc quand même, c'était il y a 2 semaines, l'Ukraine, l'interruption de renseignements, de fourniture de renseignements à l'Ukraine, parce que ça recoupait plein de questions qu'on a évoquées. Ça posait la question des États-Unis, de ce qu'ils peuvent faire, etc. Ça posait aussi la question de l'interdépendance des Five Eyes. Il y avait cette question, je ne sais pas si elle a été résolue, et donc la Grande-Bretagne, s'ils veulent donner du rang, c'est ce qu'ils peuvent. Puisque c'est les Five Eyes, donc est-ce que les États-Unis peuvent interdire aux Britanniques de donner du renseignement qu'ils ont collecté, soit qu'ils leur ont partagé, soit qu'ils ont collecté en commun? Enfin, c'est une question énorme, quoi. Alors ça, globalement, qu'est-ce qu'on a vu et est-ce que ça a un peu clarifié les choses sur qui peut faire quoi? Ça a été très court déjà. Mine de rien, ça a duré 5 jours, je crois, avant que ce soit rétabli dans la signature de la proposition de cessez-le-feu faite à Poutine. Donc ça a été court. C'est difficile sur un temps aussi court de savoir exactement comment ça a pu impacter le front à proprement parler. Mais plus fondamentalement, effectivement, la coupure de renseignements américains pose, en raison de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'interpénétration des Five Eyes, de savoir qu'est-ce qui est américain et qu'est-ce qui n'est pas américain. Alors, il y a un principe qui s'applique, qui est le Originator's Principle, c'est-à-dire le renseignement qui vient ou qui est d'origine d'un service en particulier. Le service, quand il le diffuse, garde la main sur son niveau de diffusion. Bon. Jusqu'au moment où il passe dans les mains de Donald Trump, par exemple. Non, mais c'est typiquement ce qui s'est passé pour le renseignement israélien sur l'État islamique qui est arrivé jusqu'à Lavrov parce que Trump avait sa main dessus. Ça marche très bien tant que tout le monde est acculturé à ce principe-là. Et quand il y a un mec tout au sommet du cocotier qui ne percute pas ce truc-là, ça ne marche pas. Ça marche pas dans ce genre de cas, évidemment, mais ça marche. Comment ça marche? C'est ça la question, c'est comment ça marche dans des cas où en fait ce sont des capacités conjointes, sur par exemple des avions ISR qui survolent... ISR dans le collecte de renseignements. De collecte de renseignements, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, qui survolent, qui sont du matériel américain, mais qui en fait appartiennent à l'armée britannique, ou en tout cas au service britannique, et qui en fait sont tellement conjoints à la fois dans leurs opérateurs, dans leurs capacités, mais en même temps britanniques dans ce qu'ils font et dans les missions qui leur sont assignées, que qui en est l'origine dans ce genre de cas? Comment est-ce qu'on distingue et discrimine ce qui est britannique de ce qui est américain? La plupart du temps, il est possible de le faire, mais l'interpénétration tellement importante en matière de collecte de renseignements électromagnétiques pose la question de savoir, effectivement, si d'aventure il y avait une
nouvelle coupure que les Européens, que les Britanniques souhaitaient, comme ils l'affirment publiquement dans les réunions européennes, continuer à soutenir l'Ukraine. La question se poserait très sérieusement pour les Britanniques, effectivement, de savoir qu'est-ce qui peut être découplé pour être caractérisé spécifiquement comme du renseignement britannique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent l'être, mais il y a des éléments spécifiques et puis des accès en particulier qui sont tellement conjoints qu'il sera difficile de savoir, à moins d'investir à proprement parler dans le doublement de ses capacités, de savoir ce qu'il en est, quoi. Donc ça, il n'y a pas eu de réponse définitive. En 5 jours, c'était un peu court pour vraiment faire un plan là-dessus, quoi. Peut-être que justement... Peut-être que ça infuse et qu'ils y réfléchissent ensemble. Enfin, j'espère pour eux qu'ils y réfléchissent ensemble. Oui, peut-être qu'ils y réfléchissent et puis peut-être que dans les semaines à venir, de cette coupure, il y aura un certain nombre de sources, un certain nombre de porte-paroles, un certain nombre de déclarations publiques qui permettront de savoir comment tout ça s'est fait. Je pense qu'en fait, tout le monde a été pris par surprise, quoi, hein, et de ce point de vue-là, alors le ministre Sébastien Lecornu a beaucoup dit, donc, il l'a dit en tout cas, le renseignement français est indépendant, donc nous on peut continuer à le donner aux Ukrainiens, ce que j'imagine, j'espère, on a fait, mais comment dire, ça répond qu'à une partie, dans quelle mesure est-ce qu'on peut remplacer les Américains? Je veux dire, on a des satellites, c'est vrai, on en a pas beaucoup, on en a une petite dizaine, comparé aux Américains, on joue pas exactement dans la même cour. Voilà, comment dire, dans quelle mesure est-ce que un pays comme la France, qui nous intéresse au premier chef, peut combler les manques et peut fournir une sorte de garantie face à l'incertitude américaine. Ce qui est certain, c'est que la précision du renseignement américain, sa masse en l'occurrence, pour ce qui est du théâtre des opérations ukrainiens... Oui, parce qu'après c'était du ciblage, ça allait d'opérations assez alambiquées, éviter les tentatives d'assassinat russes, éviter les manœuvres cyber, etc. Non, il y a aussi des trucs, très simplement, il faut bien une imagerie satellite pour cibler un tir d'artillerie, et ça venait essentiellement des Américains, ou même pour savoir où sont les unités russes, tout ça venait des Américains, quoi. Oui, absolument. Et sur le front russe, beaucoup d'Ukrainiens en témoignent de la nécité et surtout de la temporalité. Et là encore, ça souligne l'interpénétration profonde qui s'est faite depuis 2016, post-2014, mais 2015, 2016. Et puis en fait, depuis maintenant toutes ces années-là, de l'interpénétration profonde entre les systèmes ukrainiens et les systèmes américains qui en fait a créé une fluidité, à proprement parler opérationnelle, logistique, humaine, infrastructurelle, du flot de renseignements qui permet en fait de combattre sur le front. Donc ça, effectivement, il est certain que des pays européens partagent aussi beaucoup de renseignements et du renseignement de grande qualité. La dépendance ukrainienne au réseau Starlink est aussi extrêmement importante. Et donc, la question est de se... je lisais dans la presse hier ou avant-hier que la réflexion est en train d'émerger à l'échelle européenne, d'essayer avec Eutelsat d'investir de manière importante pour essayer d'avoir des capacités satellitaires et d'imagerie qui pourraient être similaires. Après, la France a quand même un certain nombre d'atouts extrêmement importants, avec aussi des capacités d'imagerie qui sont importantes. Elles ne peuvent sans doute pas compenser les Américains, mais là, il y a peut-être un écho effectivement au débat actuellement sur la défense et c'est que la France a des capacités opérationnelles extrêmement importantes, qu'avec les Britanniques, qu'avec les Allemands, ce sont des services extrêmement puissants qui seront en tête de file naturellement de ce qui sera possible de faire pour compenser un éventuel départ américain, autant dans la défense qu'en matière de renseignement, ça c'est certain. Et pour terminer, peut-être une question plus générale, mais qui est celle de... Vous écriviez dans l'article du Rubicon que le renseignement, c'est une activité routinière et bureaucratique. Que voilà, le renseignement, pour que ça marche, il faut que ce soit très stable, parce qu'on ne fait pas du renseignement dans la panique. Il faut que ce soit des procédures de très long terme et que c'est comme ça, apparemment, que le renseignement se collecte et se traite efficacement. Comment dire, qu'est-ce que le renseignement américain et plus généralement tout le renseignement occidental, comment, à votre avis, il est capable d'absorber? Forcément, ça va être 4 années d'incertitude permanente, quoi. Ça ne peut pas être autrement avec Donald Trump que on va être dans les soreuses pendant 4 ans, évidemment. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, disons, de cette manière que l'activité de renseignement va avoir d'absorber, de se recomposer face à cette incertitude un peu consubstantielle qui vient du principal collecteur et traiteur de renseignements au monde?
Je crois que cette dimension est assez importante. C'est une activité bureaucratique, c'est une activité de tous les jours, c'est une activité qui se fait avec des personnels sur le terrain, bien évidemment, mais c'est une activité qui se fait aussi dans les bureaux. Tout le monde n'a pas un trench coat et des lunettes. Exactement. Et donc cette dimension, elle est importante parce que ce sont des opérations, enfin ce sont des personnels de soutien, ce sont des processus, ce sont des infrastructures, ce sont tout un ensemble de personnels qui traitent des données, qui diffusent des notes. Donc tout ça, en fait, est un processus extrêmement bureaucratique. Et c'est là où peut-être on a parlé de rupture majeure, de coupure de renseignements. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de signe non plus qui laisse penser que Donald Trump pourra dire demain, moi j'arrête de partager avec les Allemands ou j'arrête de partager avec les Français, tout sur tout, en parlant de tous les sujets. Il y aura des sujets qui resteront forcément des sujets de coopération majeure. Si on parle de la Chine, par exemple, il n'y a pas de raison que le renseignement arrête d'être partagé sur ce genre de sujet et que les coopérations ne gagnent pas en réalité en ampleur. Donc, pareil sur le contre-terrorisme. Pareil sur le contre-terrorisme. Peut-être qu'ils mettront moins de moyens sans doute sur la Russie, peut-être sur le contre-terrorisme encore que, et qu'ils voudront tout mettre sur la Chine. Mais bon, sur le contre-terrorisme, personne n'a particulièrement envie de voir un retour du terrorisme islamique sur les territoires nationaux. C'est pas un truc qui même à Trump, qui doit lui plaire beaucoup, quoi. Exactement. Donc là, il y a quand même des segments extrêmement importants sur lesquels la coopération va continuer de manière tout à fait naturelle, et puis des segments sur lesquels il y a plus d'incertitude. Mais l'importance de cet échelon bureaucratique, à mon avis, il est fondamental pour une raison particulière, c'est qu'en fait, c'est ça qui tient les coopérations. C'est-à-dire que les présidents passent, les gros mouvements, les grosses plaques tectoniques peuvent bouger, des alliances peuvent bien sûr être rompues du jour au lendemain, et la confiance peut être gravement altérée, mais dans les personnels et les professionnels qui travaillent quotidiennement avec leurs homologues, il y a là aussi des processus, il y a des connaissances interpersonnelles, il y a tout un ensemble de choses qui existent et qui n'ont pas de raison en l'état de faire penser qu'elles seront Vous êtes en train de décrire l'état profond, là. Non, mais sans doute. Non, mais enfin, je veux dire, c'est aussi ça l'état profond. L'état profond, c'est aussi des professionnels qui sont là depuis longtemps, qui savent ce qu'ils font et qui sont efficaces et qui sont moins sensibles éventuellement. Enfin, ça n'empêche pas qu'ils répondent aux politiques, mais c'est aussi l'état profond, c'est aussi des gens qui sont des professionnels sur la durée, quoi. Exactement. Allez, c'est bien le problème de la définition de cet état profond, parce que l'état profond, c'est la boîte à outils, c'est-à-dire la boîte à outils qui permet de mettre en place la politique étrangère, la politique de défense, la politique d'accès et de renseignement qu'il est possible d'avoir. Et c'est quand même ça un des paradoxes profonds de ce qu'est en train de mettre en place Donald Trump, c'est que d'une part, il y a la volonté de Make America Great Again, mais d'autre part, il y a une volonté profonde de casser en fait le toolkit qui permet de Make America Great Again. Et donc, oui, c'est un état profond dans une caractérisation conservatrice des choses, mais en réalité, cet état profond, c'est ce qui fait que ça peut fonctionner. Et donc là, il y a quand même une question aussi de l'efficacité ensuite de la politique étrangère quand on aura cassé le véhicule qui permet de la conduire, quand on aura potentiellement en partie cassé les agences de renseignement qui permettent de travailler de manière sereine avec des alliés en propre pour avoir des accès, pour collecter du renseignement dans des zones sans craindre pour sa carrière, pour sa personne. Donc là, il y a quand même une vraie difficulté. Et puis surtout, je pense que dans la difficulté des opérations, ou ce qui pourrait se passer, en tout cas en matière de coopération, c'est plutôt ce niveau d'incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'à la fois du côté américain comme du côté des alliés allemands, britanniques, polonais, français, jusqu'ici tout va bien. On continue d'avoir de très bonnes relations avec des personnels, voilà. Mais de part et d'autre, j'imagine qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc ça peut ralentir des processus, ça peut faire en sorte que des arbitrages pour monter des opérations complexes décident de ne pas être pris, qu'on décide qu'en fait ce serait intelligent à notre niveau de faire ça, mais que la nécessité d'aller chercher des décisions à haut niveau politique pour valider ça, on préfère pas aller la prendre. Et donc en fait, ce sont toutes ces déclinaisons à l'échelle du fonctionnement interne des administrations qui risquent, à mon avis, d'altérer sans doute un peu le fonctionnement des coopérations, des échanges, des partages, et qui en réalité, en raison de ce dysfonctionnement administratif, risque peut-être d'altérer un certain nombre de fonctionnements naturels. Je me souviens d'un article dans Foreign Affairs, Good Foreign Policy is Boring, de Goldmeier. Je trouve que c'est exactement l'idée. C'est-à-dire que, je pense que Good Intelligence is also a boring stuff. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que c'est des processus, c'est des manières de faire, c'est quotidien, c'est tous les jours, c'est administratif. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Merci beaucoup Clément Renaud. Merci à vous. Je vais rappeler donc cet article que je mettrai dans la description du Rubicon qui peut-être sera un de ces jours mis à jour et remanié. Merci beaucoup. Merci.
C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, notez-le, commentez-le, partagez-le, abonnez-vous, etc. Ou faites part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, aussi et surtout sur les outils d'Apple Podcasts ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.